Merci à tout le monde pour votre présence très nombreuse. C'est très intimidant. Et oui, mais on a beau avoir fait 20, 30 confs, on a toujours peur des gens. Donc moi, c'est JB, voilà, c'est tout. Je travaille sur WordPress.org au niveau de la contribution. Ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont entendu petit à petit. Et puis, je travaille chez Whodunit, une agence qui fait des sites internet. Alors, je vais vous parler des pages d'options. Je vais vous parler des pages d'options dans WordPress. En fait, ce dont je vais surtout vous parler, c'est comment utiliser Gutenberg en back-office pour utiliser en fait finalement des composants pour créer des pages d'options, créer des pages de réglage, créer des extensions, etc. J'ai un peu mal à la gorge. Je vais m'interrompre souvent pour boire un coup. Donc, les pages d'options sur WordPress, en fait, on a plusieurs éléments qui nous permettent d'en faire. D'abord, il y a l'élément natif, c'est les API settings de WordPress qui permettent de générer des réglages, enfin des champs en fait finalement de formulaires, des color pickers, des input text, number, etc., etc., des champs de formulaires quoi. Ensuite, on a ACF que tout le monde connaît évidemment, je pense ici. Et si vous connaissez pas, vous tapez vite fait sur Google, vous comprendrez vite de quoi il est question, qui permet de créer des champs personnalisés avec une UI, donc une interface d'utilisation qui va être finalement prévue à l'avance, finalement, et qu'on peut utiliser telle quelle. C'est quelque chose qui est massivement utilisé, qu'on utilise énormément chez nous aussi pour faire des sites, évidemment. Et voilà. C'est la méthode qui est la plus utilisée pour créer des sites sur mesure. L'API Settings, c'est la méthode old school finalement par rapport à ça. Donc c'est vraiment à vous de construire votre page, etc. C'est quelque chose de très stable, parce que c'est natif évidemment, mais c'est assez rudimentaire. Ensuite, on a les frameworks qui sont notamment Carbon Fields, qui est le plus connu, et puis VP Option Kit, que je ne connaissais pas trop, mais voilà, au fil d'une petite recherche, j'ai pu l'ajouter. Ce qui est bien avec ces frameworks, en fait, c'est que on va intégrer ça dans notre code, c'est-à-dire qu'on le récupère comme une dépendance qu'on intègre dans notre code, et c'est du coup massivement utilisé par les éditeurs d'extension, parce qu'ils peuvent utiliser Carbon Fields directement dans l'extension, en chargeant comme une dépendance. Et du coup, ils n'ont pas de dépendance à ACF, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'installer ACF pour pouvoir gérer la page d'options de l'extension. Donc c'est quelque chose qui est plutôt géré par les éditeurs, éditrices d'extension. Ensuite, on a, pour générer des pages d'options, on a des générateurs. Je pense à Generate WP qui est très connu, mais à WP Turbo, je ne sais pas si Alex est dans le coin, mais bon, vous l'avez peut-être croisé, vous connaissez tous VP Marmite, j'imagine, de toute façon, qui propose des générateurs. Donc ça fait gagner du temps, en fait, ça va vous générer des snippets, donc des bouts de code que vous récupérez, vous mettez dans votre extension, dans votre thème, etc. Et voilà. Par contre, du coup, c'est un générateur, donc on va remplir des champs et ça va nous générer un bout de code, mais on ne maîtrise pas forcément ce code et en termes d'apprentissage, etc., c'est pas ouf. Donc c'est des outils pour gagner du temps. Moi, je vais vous parler de Gutenberg. Gutenberg, c'est un projet qui est bien connu pour son éditeur, l'éditeur de blocs, mais aussi pour le full site editing. C'est vraiment l'édition de site complet. Donc, je ne vais pas trop en parler. Vous avez tous suivi les news de. Oui, je suis un petit rigolo. C'est la seule blague de toutes les slides. Après, c'est du sérieux. Mais aussi, Gutenberg, c'est aussi des éléments d'interface. Et ça, on n'a pas forcément tendance à le penser tout de suite, mais quand Gutenberg est arrivé, il est arrivé avec plein d'éléments d'interface. Des champs, des boutons, des outils d'insertion de médias, des color pickers, par exemple, pour changer la couleur, etc. Et tous ces éléments d'interface, ils m'intéressent, moi, parce que je peux les utiliser pour monter des pages de back-office, en fait, des pages d'options, des pages de réglage, etc. Donc voilà, c'est ça qui va m'intéresser aujourd'hui. Ça repose en plus sur des technologies entre guillemets modernes, parce que depuis le temps qu'elles existent, elles sont plus si modernes que ça. Donc React, typiquement, React, mais aussi SAS par exemple, etc. Donc de la compilation, des langages, on va dire, avancés. Et puis, ce qui est intéressant avec ces éléments d'interface, et ça on va le voir juste après, c'est que l'accessibilité et les performances de ces éléments d'interface sont gérés composant par composant. C'est-à-dire que quand un composant pose un problème d'accessibilité, c'est corrigé au niveau du composant et c'est déployé sur l'ensemble des occurrences du composant dans votre back-office. Donc c'est vraiment en fait quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on a vraiment un suivi de la communauté entière. Voilà, quand un color picker n'est pas accessible, du coup ça va être corrigé à l'échelle de la communauté, enfin du CMS en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on dispose d'un kit de composants, tout prêt à l'emploi. Donc c'est l'équipe Make/Design, donc l'équipe de design de WordPress, de contribution au design de WordPress, qui maintient ce kit UI. Et donc ce kit UI, en fait, l'objectif, c'est je vais vous le montrer après, c'est juste un dossier Figma, tout simplement, un fichier Figma. Et ça permet en fait de bâtir, l'objectif, c'est de bâtir le futur de l'administration de WordPress. Je vais vous montrer avec des petits spoilers d'ailleurs à quoi ça pourrait ressembler.
L'objectif aussi, c'est de ne pas réinventer la roue, c'est-à-dire qu'on y stocke tous les composants, et quand on fait évoluer un composant, on le fait évoluer en fait, à un endroit bien précis, et c'est déployé partout. Et puis l'objectif, c'est aussi de mettre les interfaces en cohérence, c'est-à-dire que quand un composant est utilisé dans un contexte donné, ben, dans un autre contexte, il faut qu'il ait la même tête, il faut qu'il ait les mêmes caractéristiques, etc., etc. J'ai mis un petit lien pour que vous puissiez y aller rapidement, mais je vais vous partager... Ah, j'aurais pas dû faire ça. Hop. Je vais vous partager le kit UI Figma. Hop. Ah oui, alors j'ai pas internet, donc je suis limité à cette page. Donc bon, ben, on va se débrouiller avec ça. Ce kit UI, du coup, il va regrouper en fait tous les éléments d'interface de Gutenberg qui sont utilisés sur Gutenberg, qui demain seront utilisés sur l'ensemble de l'administration WordPress. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dupliquer en fait ce fichier Figma pour l'avoir. Ben voilà, là d'ailleurs, je suis sur le fichier JB Figma ou je sais pas quoi. Bref, je l'ai dupliqué. Je vais pouvoir l'utiliser pour bâtir par exemple une maquette de mon extension, des pages d'options de mon extension, et maqueter mes éléments avec vraiment les éléments qui sont utilisés dans WordPress. Donc ça peut être assez intéressant. Et si on cherche dans ce fichier Figma un petit peu, alors c'est un peu caché, mais on a une section WordPress Dashboard, où vous allez retrouver des choses que vous connaissez déjà. Hop. Les widgets du dashboard qui sont réintégrés avec Gutenberg, avec les styles de Gutenberg, et donc toute la partie performance, accessibilité de Gutenberg, etc. Donc ça, en fait, demain, ça sera votre... et quand je dis demain, c'est a priori l'année prochaine, ça sera votre interface d'administration, elle ressemblera à ça, parce qu'on va passer sur React progressivement tout le back-office de WordPress. Avec tout l'intérêt que ça a, c'est que ce bouton et son comportement de survol, etc., il est uniformisé à l'échelle du CMS. Alors qu'aujourd'hui, finalement, chaque composant est finalement maintenu indépendamment. Là, ici, ils seront mis en cohérence et ils seront maintenus de façon globale. Il faut que j'aille un peu plus vite, sinon je vais forcément me retrouver à court de temps à la fin. Bref, ce fichier Figma est cool, on peut le dupliquer. Ben, j'avais mis des captures d'écran. Hein. Voilà, on retrouve la liste des postes, par exemple. Ça ne change pas radicalement par rapport à ce qu'on avait avant. Ce qui change radicalement, c'est l'approche, en fait. C'est on part du composant et on bâtit des compositions quelque part. Hein, et comme ça, on bâtit un back-office. Oui, revenons à nos oignons, c'est ça le truc. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer comment on peut faire une page d'options avec des composants Gutenberg en utilisant les composants d'interface de Gutenberg, même si l'interface d'administration de WordPress n'est pas encore basculée en full React, comme ça sera le cas très bientôt. Alors, on dispose au niveau du projet Gutenberg de ce qu'on appelle un storybook. Je ne sais pas trop comment traduire ça en français, donc on va le garder en anglais. Ce storybook Gutenberg, du coup, l'intérêt, c'est que comme pour le fichier Figma, il va centraliser tous les composants. En plus, il va proposer une documentation technique, donc d'utilisation du composant, comment le réutiliser, etc. On va pouvoir visualiser de façon indépendante chaque composant. Donc ici, on a le datetime picker, mais on pourra avoir le color picker, le text input, etc., etc. On aura des exemples d'implémentation, donc du composant in situ, quoi, finalement. Et puis des checks d'accessibilité. Alors ça, je ne pense pas que je vais pouvoir vous le montrer parce que je n'ai pas Internet. Mais en gros, chaque composant, de façon indépendante, dispose en fait de ces tests unitaires qui sont lancés pour vérifier quand l'équipe de Gutenberg fait évoluer un composant, qu'il est toujours accessible finalement et qu'on ne casse pas quelque chose en termes d'accessibilité. Et pareil pour les performances. Donc ce storybook, il ressemble à quoi ? Il ressemble à ça, et je ne vais sûrement pas pouvoir naviguer dedans. On essaye le color picker. Ça ne marche pas. Donc en fait, vous pouvez cliquer sur tous les composants qui sont listés ici, et ça va vous afficher finalement le composant en situation, un peu comme sur le screenshot qu'il y avait tout à l'heure, avec en dessous tous les paramètres dont le composant dispose pour pouvoir l'utiliser, etc. et ainsi de suite. Voilà, donc je reviens à ma présentation. Voilà, ben ici en fait vous avez le datetime picker, et puis en dessous vous avez des exemples, etc. etc. Donc c'est disponible, c'est ouvert hein, à l'adresse wordpress.github.io/Gutenberg. Donc maintenant, mon objectif, et ce que je voulais vous montrer, c'est un petit retour d'expérience sur la conversion d'une extension existante, la première extension que j'ai fait et que j'ai mis sur le repo, en kit UI de WordPress. Donc on va la passer sur Gutenberg en fait finalement. Et je parle vraiment de l'administration de cette extension, donc de la page de réglage. Alors, normalement, si je ne me suis pas vautré... Voilà, en fait on va partir de là, donc c'est une extension qui permet de mettre une barre de progression de lecture de la page en front.
d'accord? Donc voilà, on voit des fois ça sur les articles, vous scrollez et puis on voit une barre de progression. Donc elle avait plusieurs réglages, un petit champ qui permet de définir la hauteur de la barre, une couleur de premier plan, une couleur d'arrière-plan, la position de la barre de progression, et puis l'affichage du coup dans certains templates. Est-ce qu'on le veut en page d'accueil, est-ce qu'on le veut en page de blog, etc. Et puis sur les post types sur lesquels on veut afficher le truc. Donc c'est une extension toute bateau, hein, un truc vraiment basique. Ça, c'est son ancienne interface d'administration. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, je parlais d'accessibilité tout à l'heure, c'est un sujet qui m'est cher, l'implémentation que j'ai faite ici est complètement pourrie, puisque j'ai pas utilisé des vrais labels sur les cases à cocher, ce qui fait que quand je clique sur ici, normalement ça devrait cocher la case, vous savez, si on associe bien les labels à leur champ. Donc, c'est pas bien. Je vois Sylvie en plus là-bas, super. C'est nul, hein. L'intérêt ici, c'est que les composants que je vais mobiliser, les composants de cases à cocher, etc., vont eux, en fait, automatiquement, c'est-à-dire je n'aurai pas le choix, comporter justement des choses qui sont conformes en termes d'accessibilité, qui sont rapides en termes de performance, etc., et je vais pouvoir en profiter. Donc le résultat final, je vous le montre tout de suite, hein, comme ça on sait où on va. Le résultat final, ça va être quelque chose qui nous rappelle un petit peu Gutenberg, avec des panels que je vais pouvoir déplier. C'est pas un truc de ouf, hein, si vous attendiez un truc de, de malade. Donc je déplie mon panel, je vais retrouver un sélecteur, je vais retrouver mes champs tels que je les avais avant. Sur le panel couleur, du coup je vais retrouver mes color pickers, hein, voilà, tout simplement. Et puis je vais retrouver mes conditions d'affichage que j'ai un peu simplifiées, et puis pour faire un peu plus sympa, j'ai mis des toggles boutons, mais voilà. En gros, on peut activer du coup. Et on a exactement la même extension, les mêmes réglages, elle fait pareil en front, mais l'intérêt c'est que j'utilise tous les composants de Gutenberg. Si ces composants évoluent, et du coup sont améliorés en termes de temps de chargement, rapidité d'exécution, etc., j'en profiterai directement. OK ? Alors, comment on fait ça ? Voilà, j'avais des petits gifs qui montraient tout ce que j'ai montré, donc c'est bon. Ce qu'on va produire, ça je vous l'ai déjà montré. Donc on va construire notre petite extension. Maintenant, on va partir d'une extension qu'on va faire from scratch finalement, depuis le départ. Et cette extension, on va l'appeler VCBZH. L'objectif du coup de cette page d'options, donc de ce projet, de cette extension, c'est une extension qui dispose d'une page d'options, qui permet en front d'afficher un bandeau de promotion, voilà, un truc hyper classique, hein, Hello World, machin, peu importe, avec la possibilité en back-office d'activer ou désactiver le message, le bandeau, un petit panneau message avec la possibilité de rentrer le message qu'on veut afficher, assez basique, hein. Un panneau apparence, donc les panels, c'est ce que je dépliais tout à l'heure, un panneau apparence avec un sélecteur de position, donc soit afficher le message en haut, soit afficher le message en bas, la possibilité de activer ou non une super animation, vous allez voir, ça rigole pas, hein. Alors là, attention, c'est du gros, c'est du lourd. Et le choix d'une couleur de fond, bien sûr, pour notre bandeau. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme composants ? Donc là, j'ai listé en fait les composants qui sont disponibles sur le kit UI qu'on a vu tout à l'heure. Donc pour ces composants, c'est des composants React. Pour les champs texte, on a le choix entre text control ou text area control, suivant qu'on veut une zone de texte ou juste un petit input. La liste déroulante select control. Pour les choix, on a soit les checkbox, soit les radios, soit les toggle control. Je vais plutôt prendre le toggle parce que c'est joli et puis ça fait clic-clic, donc voilà, j'aime bien. Pour les couleurs, on a color picker ou color palette. Alors, j'aurais pu vous montrer si on avait internet, mais je ne peux pas vous montrer. Le color picker, c'est ce que vous avez vu quand je vous ai montré l'extension. Le color palette, en fait, c'est qu'on va prédéterminer à l'avance, du coup, par exemple, 3 couleurs, et ça permet de sélectionner la couleur. C'est un peu ce qu'on a dans Gutenberg, hein, quand on veut changer la couleur d'un paragraphe. C'est le même composant. Et le dernier, on veut des sections avec des panels, des tab panels, etc. On pourrait mettre des onglets, hein, d'ailleurs, ça marche aussi, le composant existe, mais là je vais plutôt utiliser les panels parce que ça fait clic-clic et c'est sympa. Phase de démarrage, on va initialiser du coup notre extension. Je le dis tout de suite parce que c'est écrit à la fin, mais vaut mieux le dire tout de suite, sinon vous allez prendre des notes, essayer de recopier le code, etc. et ça va être chiant. Il y a un dépôt GitHub en fait avec tout cet exemple que vous pouvez télécharger, réutiliser, enfin voilà, etc. Donc prenez pas trop de notes ou de photos des slides, c'est pas ça qui est... voilà, bref. Phase de démarrage, du coup on commence par installer npm, ce bon vieux node, qui va nous servir du coup à compiler tout notre code, parce que React du coup est un langage qui va demander une compilation. On ne peut pas l'utiliser tel quel, c'est pas comme PHP, CSS, JS, etc. On va initialiser les fichiers du projet, donc mon architecture de base, ça va être, donc je vais installer WordPress, je vais aller dans le dossier des extensions, plugins, je vais créer mon extension WCBZH,
Je vais créer à l'intérieur un fichier index.php, ça sera le fichier de base de mon extension. Je vais avoir un package JSON, on va en parler dans 2 secondes, et on va avoir un dossier SRC dans lequel on va mettre un fichier JS et un fichier SCSS, SAS. C'est les 2 fichiers qui serviront finalement à construire mon extension. Dans le package JSON, qu'est-ce qui est important Ah oui, ce qui est important, c'est les scripts qui vont me permettre de compiler. Donc on va installer, pour le start, on va installer WP Script Start, qui va me permettre de commencer la compilation, vous allez voir après. Hein. Et build, du coup, qui me permettra de construire. La différence entre les deux, c'est que build, c'est du one-shot. Vous faites une modif, vous lancez la commande build. Vous faites une autre modif, vous relancez la commande build. Start, ça va se passer en tâche de fond. Ensuite, et c'est aussi le truc important, c'est dans les dépendances en fait, de mon extension, je vais faire appel à WordPress/script dans la dernière version si possible. Et tout ça en fait, va me permettre de monter tous mes éléments. Pour l'instant, c'est peut-être un peu nébuleux, surtout si vous ne connaissez pas bien React, Gutenberg, WordPress, mais vous allez voir, on va avancer. Donc, pour gérer toute la partie compilation, on va installer WP Script, qui va nous permettre de créer un premier build de l'extension à vide, on va dire, pour vérifier que tout fonctionne. Pour ça, du coup, on utilise la commande npm install wordpress/script save dev, et puis ensuite, on lance la commande de build, npm run build, et ça va nous construire notre architecture d'extension finale, qui sera tout ce que j'ai listé tout à l'heure, plus un package-log.json avec toutes les dépendances. On va avoir un dossier build, et c'est ça qui sera utilisé en fait derrière. Hein. C'est ça qui contient mon extension compilée, avec un fichier index.js, un fichier index.css qui provient du fichier SAS qu'on a créé, donc c'est le fichier compilé, et puis un index.asset.php, qui est un fichier qui contient un certain nombre de variables, quelque part, qui notamment va contenir la liste des dépendances de mon extension, donc des modules de WordPress qu'il faut charger pour pouvoir faire tourner l'extension. Et bien sûr, le bordel de notre module habituel, hein, car on fait du React et autres. Désolé pour la vulgarité, voilà, tant pis. On commence avec le fichier index.php. Dans notre fichier index.php, on va commencer par appeler du coup les scripts dont on a besoin. Les scripts, du coup, alors là, ça peut paraître un peu compliqué, alors qu'on aurait juste besoin de 7 lignes et ça pourrait tenir sur une ligne, mais j'ai voulu montrer comment on fait les choses bien. Donc, désolé, je vous tourne le dos, tous ceux qui sont là-bas, mais tant pis. J'ai choisi de me placer à gauche, tant pis. Donc, dans notre fonction d'ajout des scripts, on va vérifier qu'on est sur la page de réglage qu'on a créée, évidemment, parce qu'on ne veut pas charger tout ça partout sur l'interface, hein, ça ne servirait à rien. On va appeler notre fichier, dans une variable asset file, on va appeler notre fichier index.asset.php qui contient les variables et les dépendances dont je parlais tout à l'heure. Donc on vérifie si le fichier existe, etc., pour éviter les fatal errors. Voilà. Mais bon, c'est pas très important tout ça. On va lancer du coup une fonction wp-include-script qui permet du coup d'inclure nos scripts. C'est très classique, hein, si vous êtes développeuse ou développeur WordPress, vous connaissez cette fonction sans doute. À l'intérieur, du coup, on fait appel à notre fichier, au fichier qui se trouve dans le répertoire build, évidemment. On va déclarer du coup un certain nombre de dépendances et on va se servir en fait du fichier asset, c'est lui qui les contient sous la forme du variable PHP, donc ça permet de faire les choses vraiment proprement. Et comme ça se fait tout seul. Et on charge nos scripts dans le pied de page. OK ? Ouais, c'est écrit là. Ensuite, on va déclarer notre page d'options. Tout ça, c'est toujours dans PHP, dans index.php. C'est la fonction classique add-option-page. D'accord. C'est juste que du coup, on va faire appel du coup dans cette add-option-page du coup à une autre fonction, wc-bzh, option-page, qui va contenir en fait le rendu. Jusqu'ici, c'est comme avant en fait, finalement. On est dans du PHP, ça n'a rien changé et on n'a pas touché à du React. Ça va changer bientôt. Dans notre fonction wc-bzh option-page, c'est là qu'on va donner le rendu. Donc ici, je vais afficher par exemple un titre de niveau 1, WordCamp Bretagne, et puis une div de classe wrap avec un ID, et on va y charger à l'intérieur le texte, un placeholder, en fait, un texte chargement de la page. Ok, donc je vais dans mon back-office, et si je vais sur ma page de réglage, du coup, je tombe sur cette page avec écrit chargement de la page. Alors, c'est là que du coup, on va passer au React. Au niveau du fichier index.js, donc qui est dans mon dossier src/index.js, je te regarde souvent parce que tu me regardes en faisant... C'est vachement cool. Ça fait un feedback, alors que lui, il a l'air sérieux. Il fait plus peur. Donc, dans mon fichier index.js, je vais importer ce dont j'ai besoin déjà pour commencer. Donc, je vais importer la librairie DOM-ready, la fonction createRoute qui va me permettre d'écrire en fait dans ma page. Ça sert à ça.
Et puis la fonction d'internationalisation qui permet du coup d'avoir les underscore pour traduire mes chaînes de caractères, etc. Ensuite, je vais déclarer une constante qui va être la plus importante, ça va être la constante de rendu en fait, de mes éléments dans la page, qui sera settingsPage, et à l'intérieur, je vais faire un return d'une div qui contient le texte bonjour tout le monde. Ensuite, j'utilise le composant DOM-ready, qui va me permettre en fait tout simplement d'aller chercher l'élément qui porte l'identifiant WCBZH settings, d'accord, donc c'est ma div en fait, où il y avait écrit chargement de la page, et je vais lui dire de rendre le contenu de settingsPage. Vous voyez, en fait, finalement, ça a l'air compliqué, mais c'est tout simple, le React. Et du coup, ça va tout simplement, au moment du chargement du DOM, donc de la page, ça va remplacer, donc vider le contenu de ma div qu'on avait tout à l'heure, et à la place, du coup, mettre le contenu de settingsPage. Vous avez vu, en fait, vous avez tout compris. En fait, peut-être que vous connaissez tous déjà, et du coup, vous vous ennuyez. Et bon, c'est pas grave. Ensuite, alors, on va créer le squelette de la page. Ouais, le rendu, ça fait peur, mais bon. Mais en fait, c'est vachement bien. Donc, on va importer du coup les éléments panel, panel body et panel row qui vont me permettre de construire la structure de ma page. Ok ? Donc ça, c'est au tout début de mon fichier index.js. Et puis ça, c'est à l'intérieur. Donc ce return là, c'est à l'intérieur. C'est à la place finalement de ma div demat là. D'accord ? Demat, ça se dit demat ou dema ? Personne sait. Demat, ouais, c'est bon. On prononce le. Je vais pas avoir l'air idiot quand même. Donc, dans mon returns, qu'est-ce que je vais faire? Je vais construire, en fait, avec des petits placeholders, finalement, je vais construire ma page de réglage. Je vais avoir un élément panel body. D'accord? Donc ça, c'est le panel body, ça va être les sections, en fait, finalement, de ma page. Ensuite, du coup, à l'intérieur, on va avoir des champs qu'on va mettre dans des panel row, donc des lignes. Donc, je vais avoir un message avec un texte area. Pour l'instant, j'ai pas de champ, j'ai rien du tout, je mets juste des placeholders. Ensuite, j'ai un sélecteur de position. Ensuite, j'ai un color picker. OK? Bon, en fait, ça c'est vraiment très simple. Si j'ai plus de temps à la fin, je serais dégoûté d'être allé aussi lentement sur ces parties-là. Mais c'est pas grave. Ensuite, on va ajouter des styles. Pour ajouter des styles, c'est simple. Sur la partie index.js, on va ajouter l'import de notre fichier CSS pour qu'il soit déclaré à l'intérieur du JS, dans React. C'est-à-dire que tout simplement que React sache qu'il existe. Ensuite, on va retourner dans notre index.php, on va ajouter un WP Anchor Style pour ajouter notre feuille de style. Et là encore, c'est la même chose en fait que ce qu'on a utilisé tout à l'heure. Il y a juste un truc de différent ici dans le paramètre des dépendances. Je ne sais pas si vous connaissez par cœur cette fonction, mais si vous ne la connaissez pas par cœur, le troisième paramètre, c'est on déclare les dépendances. Par exemple, typiquement, très souvent, on met jQuery à l'intérieur. Parce on travaille en jQuery, on veut que jQuery soit chargé avant. Bouh, jQuery, c'est pas bien. N'empêche, on l'utilise encore. Donc, du coup, dans les dépendances, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je vais aller dans mon asset. Vous vous rappelez le fichier asset file qu'on avait tout à l'heure, et je vais lui demander de récupérer toutes les dépendances qui sont dans mon fichier. C'est là où je vous montre rapidos quand même le fichier asset file qui est généré tout seul. Ah voilà, il est là. On voit quelque chose ou bof? Ouais, ça va. Ce fichier, il est généré tout seul à partir de ce qui est à l'intérieur de mon fichier index.js. Donc à partir des imports que j'ai demandé à l'intérieur de mon fichier JS. Ok ? Et il va contenir en fait toutes les librairies dont j'ai besoin. Alors là, il y en a beaucoup parce que c'est le fichier final, mais ce qu'on voyait tout à l'heure, en fait, il y avait juste vp-dom-ready, vp-18n, etc. Allez, on revient à la présentation, si j'y arrive. Yes. Ici, en fait, donc, je suis vraiment allé chercher un fichier index.css parce que j'ai envie d'avoir un peu de CSS custom. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez utiliser aussi le kit UI de WordPress, de Gutenberg, et dans ce cas-là, vous appelez juste WP Component, et ça va charger les styles de Gutenberg. Moi, je voulais un peu des styles parce que notamment sur le H1, il était trop serré, etc. C'était pas beau. Bref, voilà, j'ai mis quelques lignes de CSS. Ensuite, alors là, c'est la slide où je me suis dit, putain, celle-là, tu vas y passer un quart d'heure, ça va être compliqué. Bref, si vous comprenez rien, désolé. Donc, on veut gérer en fait l'état des composants. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi l'état des composants? C'est que quand j'interagis avec, je veux qu'il se passe quelque chose. Je veux que, typiquement, si je rentre du texte à l'intérieur d'un texte ARIA, je veux que ce texte, du coup, il soit compris par React comme quelque chose qu'il va falloir enregistrer à un moment donné. Ok ? Je m'en suis bien sorti, franchement. Lors de l'absence de répétition, dans ma tête, c'était plus compliqué. Donc, pour ça, en fait, on va utiliser la fonction useState, d'accord, le composant useState. Ce useState, en fait, il va permettre, donc on l'importe, et ce useState, en fait, il va permettre d'avoir deux états, en fait, pour chacun de mes éléments de formulaire. Un état
message courant, enfin valeur courante et un état valeur saisie en fait finalement. Je simplifie abusivement, hein, mais ça me paraît pas trop mal comme vulgarisation. Ensuite, ces états, on va les stocker dans un custom hook, donc JavaScript, hein, enfin React plutôt, qu'on va appeler useSettings. Vous pouvez l'appeler tatatiti toto, ça marche aussi. Hein. Donc dans ce useSetting, on va déclarer, alors je vais commencer en fait par un seul champ pour vous expliquer, machin, c'est le champ textArea, d'accord? Dans ce useSetting, je vais déclarer en fait deux états, un état message et un état setMessage, qui me permet du coup finalement de gérer la valeur courante, la valeur actuelle et puis la future valeur. Et on va du coup déclarer que pour ça, en fait, on va utiliser le composant Gutenberg useState. Et en retour, on renvoie ces deux valeurs. Ok, je pense que j'en ai perdu peut-être un peu, mais tant pis. Donc dans mon settings page qu'on voyait tout à l'heure, où j'avais mis un placeholder avec écrit des maths, ou de maths, je ne sais pas, on va déclarer du coup en constante, on va récupérer la valeur de nos deux variables message et setMessage, qui sont compris à l'intérieur de useSettings. Et puis on va retourner ensuite ce qu'on voyait tout à l'heure, hein, les panels, etc. Je m'en suis pas trop mal sorti. Bon, c'était pas ouf, mais bon. Il reste 9 minutes. Ok, on va foncer. Alors, premier composant, ça tombe bien, il n'y en a pas d'autres. Enfin, il n'y en a pas d'autres, je ne vous les montrerai pas. Premier composant, textAreaControl. On l'importe du coup en début de notre fichier JS. Ensuite, on va déclarer une constante messageControl qui va être en fait une instance personnalisée. J'aurais pu l'appeler JBControl. Ça aurait été cool en plus, ouais, ça aurait été trop classe. Arrête de blaguer JB, tu dois avancer. Donc mon message control, en fait, ça va être une instance personnalisée. J'aurais pu l'appeler WCBZH control du composant textAreaControl qui existe dans Gutenberg. Et ce composant, il aura comme spécificité un label que j'aurai défini, éventuellement un textDead, donc une petite description qui s'affiche en dessous, parce que si le champ c'est pas très clair pour le remplir, on précise des choses. Comme valeur du champ, on prendra une variable qui s'appelle value, tout simplement, et onChange, on veut qu'il y ait la fonction onChange qui soit jouée. Et ensuite, j'ai ajouté ça parce que j'ai pas le temps de l'expliquer. Mais c'est pas très important. Ensuite, on ajoute notre composant messageControl à la place du petit placeholder qu'on avait dans notre squelette. Donc, c'était à l'intérieur de la balise panelRow. On va ajouter notre messageControl, donc qui lui-même est une instance de textAreaControl, avec comme valeur du coup la variable message qu'on avait tout à l'heure, et onChange, on veut du coup jouer la fonction setMessage avec la valeur qui a été saisie ici, la valeur de ce champ-là. D'accord? C'est à peu près clair? Si ça l'est pas, désolé, il faut que j'avance. Donc on obtient du coup nos panels qu'on avait tout à l'heure, un champ message avec le petit texte d'aide en dessous, comme on l'a saisi. C'est cool, mais par contre, il n'y a pas de bouton enregistré. Si je change mon texte, il n'y a rien qui se passe. Ça fait rien. On ajoute du coup le bouton d'enregistrement. Le bouton d'enregistrement, c'est un composant button. D'accord? Ensuite, on va créer une constante. Donc, on est toujours dans le fichier index.js. SaveButton, qui est en fait une instance personnalisée du composant button de Gutenberg. OK? On lui dit que c'est la façon primaire parce qu'il y a plusieurs types de boutons et tout, donc c'est une variante. On utilise la variante primaire pour avoir le joli petit bouton bleu. OnClick, on veut jouer la fonction OnClick, et puis ça, on s'en fiche. Vous n'avez rien, enfin, c'est pas très important. On met du coup la valeur qu'on veut afficher dans le bouton, hein, le label du bouton. On ajoute donc à la fin, après tous nos panels, on ajoute le composant SaveButton qu'on a créé. Hein, et OnClick, pour l'instant, il ne se passe rien. OK? Donc on obtient un super bouton, mais qui fait rien car on n'appuie dessus. Avant de faire des choses car on n'appuie dessus, on revient, il va falloir que je speed, on revient du coup dans notre fichier index.php parce qu'on a besoin d'enregistrer les choses et de savoir où est-ce qu'on les enregistre. Pour ça, on va utiliser tout simplement l'API Settings de WordPress, donc native, hein, pure PHP, et hyper classique, ça existe depuis 15 ans, ça fonctionne du tonnerre. Et donc dans notre register Settings, alors on va dire que ça va dans les options, que c'est VPBZH, et là du coup au lieu du C j'ai mis un P, donc c'est pas cohérent, mais c'est pas grave. Et du coup, dans nos valeurs, du coup, on aura un tableau qui contiendra le type. On veut enregistrer sous la forme d'un objet PHP. Par défaut, du coup, on va récupérer les valeurs par défaut. Ici, j'ai juste mis message et puis un message par défaut. On va demander que ça soit affiché dans REST, parce que Gutenberg, du coup, pour pouvoir manipuler les données, récupérer les données de la base de données, va pas passer par des appels à la base, justement, mais va passer par l'API REST.
Donc, dans showInRest, qu'on pourrait avoir comme valeur true, ici, on va lui faire passer un schéma, donc schéma qui est déterminé ici, et qui permet en fait de, si vous n'êtes pas obligé de passer ce schéma, en fait, vous pouvez juste mettre true et du coup, ça sera envoyé à l'API REST. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous passez un schéma, WordPress va s'occuper de la validation des données. D'accord? Donc, si ici, par exemple, en type, vous mettez booléen, il va vérifier que c'est un booléen, et sinon il n'enregistrera pas, etc. Donc ça, c'est intéressant, ne serait-ce qu'en termes de sécurité, évidemment, mais aussi en termes de formatage, etc. WordPress s'occupe de tout. 5 minutes. Bref, du coup, donc je vous encourage à mettre un schéma, ça vous permet d'avoir la validation automatiquement. Ensuite, on va récupérer la valeur des champs, donc on retourne dans notre index.js pour faire un petit peu de React, ajouter l'import en fait de useEffect, qui est un hook prévu par WordPress directement, et puis une API qui s'appelle API Fetch. Donc cette API, elle permet en fait tout simplement d'aller lire l'API REST pour y récupérer les données ou voire les envoyer. C'est à peu près tout ce que j'ai dit. Bon, je vais décrire ça maintenant. Donc useEffect, du coup, notre hook qu'on a vu tout à l'heure. À l'intérieur, on va faire quoi en fait? C'est que useEffect, du coup, il va jouer en fait au chargement de la page quand le DOM du coup est chargé, et on va lui dire tu vas faire un appel API dans l'API settings, donc de l'API REST de WordPress, tu vas chercher le endpoint settings, et du coup, tu vas assigner à une variable qu'on va appeler settings le contenu de cette message, et du coup, enfin en gros, non, pardon, j'ai dit n'importe quoi. Notre setMessage, vous vous rappelez tout à l'heure, c'était la variable qui permet de gérer l'état futur finalement de notre élément. Notre setMessage, on va lui assigner la valeur de settings.vpbzh.message. Et donc, ce qui correspond au niveau de notre déclaration de settings ici, à ce truc-là. OK? J'ai un peu ramé là. Ensuite, il nous faut, donc là, on récupère. Donc ça veut dire que si on a des valeurs enregistrées, on est capable de les récupérer. Maintenant, il faut qu'on les enregistre. Pour enregistrer, en fait, on va créer du coup, de la même façon, du coup, une fonction save settings. À l'intérieur, on va jouer donc API fetch, c'est exactement la même fonction que tout à l'heure. On va lui donner le endpoint settings comme tout à l'heure. La méthode, ce sera post, on s'en fiche un peu. Et comme donnée, qu'est-ce qu'on veut récupérer, enfin, qu'est-ce qu'on veut envoyer à l'API? C'est donc un objet WP BZH et à l'intérieur, la valeur de message, de notre variable message. Ensuite, vous vous rappelez tout à l'heure le save button, au clic, il ne se passait rien. Maintenant, on va tout simplement dire d'appeler save settings. Au clic, on joue ça. OK? Ensuite, la récupération des données en front, ça c'est la partie facile. En fait, on va créer une fonction WCBZH, cohérence, display notice, qu'on va jouer avec le hook WP body open. Vous connaissez ce hook? C'est le hook qui permet d'injecter des choses juste après l'ouverture de body, donc de la balise body. Donc je suis dans mon fichier index.php là. Je vais récupérer donc mon message qui sera dans l'option WCBZH. Et du coup, ça sera le champ message. Donc je récupère ça et je l'affiche du coup tout simplement dans une div. OK? Donc là, j'ai fini mon front. Hop, c'est bon. Je vais finir à l'heure. Je vais finir à l'heure, promis. Je suis capable de le faire. Donc là, je vous ai montré avec un champ, parce que ce champ, il est facile, et que c'était... sinon, de toute façon, si j'avais dû tout vous montrer, à mon avis, j'aurais pris l'après-midi. Pour la gestion de l'affichage ou non du bandeau, on veut un toggle control. Donc c'est pareil que mon message control, c'est la même chose, tout simplement, mais à la place, c'est le composant toggle control qu'on va charger. On a un select control pour la position du bandeau. L'utilisation ou non d'une animation, c'est une case à cocher, donc toggle control. Sélecteur de couleur, color picker, autre composant. Et on n'oublie pas la notification d'enregistrement des réglages que j'aurais voulu vous montrer, mais j'ai pas le temps. C'est pour pouvoir tout simplement, quand je clique sur le bouton, afficher une petite notice. Voilà. Le projet entier est disponible sur GitHub. C'est WCBZH, mais testez WPBZH si vous ne trouvez pas. Voilà. Avant le panneau de fin, je vous montre rapidement du coup, le code qu'on obtient sur le index.js. Donc on va avoir toutes nos déclarations, nos imports. On va avoir en dessous, du coup, notre constant useSettings que je déplie ici, voilà, qui contient tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, on va avoir chacun des composants. Donc, on a position control, c'est un select control, d'accord, c'est un composant select control, etc. Finalement, voilà, on a notre extension. Je reviens. J'essaye de revenir dans mon navigateur. Voilà, donc, j'ai terminé, vraiment.
Donc on obtient du coup notre extension avec un petit message. Voilà, j'ai dit que je mettais des maths ici. Apparence du message, ouais, rouge c'est très bien. On va mettre hop, du rose, du violet. J'enregistre les modifs, j'ai ma notice, super. Je vais en front et j'ai ma super bandeau avec l'animation. Hein. J'avais promis une animation. Et je tiens à dire que c'est une vraie balise marquee, hein, authentique. Authentique. Voilà, et si vous avez des questions ou des remarques ou des suggestions. Bravo, pile poil. Presque. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions? Levez la main. Oula. Bonjour, j'aurais aimé savoir si on pouvait ajouter des champs très spécifiques, genre par exemple un numéro de téléphone international. Ouais, mais tu vas devoir t'occuper de la validation du format. C'est-à-dire que WordPress va te fournir le champ, du coup, c'est un text input. Hein. Tu vas pouvoir éventuellement, du coup, ou un select, par exemple. Alors, ouais, je recommence ma réponse. Tu vas peut-être pouvoir, suivant ce que tu veux faire, tu peux faire plus ou moins complexe. Ça peut être juste un champ texte avec un format de validation que tu vas prédéterminer, donc une sorte de schéma de validation, hein, voilà. Ou sinon, tu peux mettre un petit select control avec l'indicatif téléphonique d'abord, donc ça se fait souvent avec un petit drapeau à côté, etc. Ça, tu peux le faire avec un select control et puis un champ pour la suite. Hein? Ah bah oui, oui. Ah bah après, si c'est un composant React existant, le mieux c'est de l'importer en fait. C'est de l'importer directement. Là, tu peux importer n'importe quel composant qui vient de n'importe où. Ici, j'ai montré que des composants WordPress qui sont inclus dans ton installation, livrés avec, etc. Mais tu peux importer une autre librairie, en fait, un autre ensemble de composants, si tu veux. Et là, ce qui est intéressant avec tout ce que j'ai fait ici, c'est qu'il ne va pas le chercher sur un serveur distant. Mon import de composants, etc., je vais les chercher dans mon installation WordPress. Donc, quand je vais mettre à jour vers WordPress 6.7, 6.8 et WordPress 11 par exemple, ça va mettre à jour les composants et je vais toujours importer ces composants. Le plus gros risque, c'est que les composants disparaissent ou soient dépréciés, etc. Mais bon, ça... Bonjour, merci. Est-ce qu'il est prévu, donc notamment pour ce genre de page de settings qui est vraiment basique, une manière plus déclarative dans le futur de WordPress en tout cas parce que Ah ouais, genre tu remplis un fichier JSON et... Alors pour faire un comparatif par exemple avec ACF, on peut déclarer en fait tout simplement, on explique ce qu'on veut voir et sans finalement faire tout le code qui finalement est... Je sais pas te dire si c'est prévu, et ça l'est peut-être. Je sais pas te répondre, mais par contre je vois pas pourquoi ça le serait pas, parce qu'au final c'est juste une surcouche en fait finalement. Un fichier, en fait ça serait finalement une moulinette qui serait capable d'interpréter un fichier JSON ou un fichier PHP, même pourquoi pas, qui contient du coup tout ce qu'il faut pour générer tout ce que j'ai fait là. Et du coup, le jour où c'est disponible, cette conférence ne sert plus à rien. Super. Mais oui, carrément. Oui, bonjour. Salut. C'était pour quand on met à jour les composants, Ouais. il faut retourner, il faut refaire un run build. Alors, ouais, en fait, à chaque fois que tu écris une ligne de code que j'ai écrit là, il faut faire un run build si tu veux voir les modifs au fur et à mesure. Donc, à chaque fois que tu fais une mise à jour, attention, c'est une mise à jour, c'est-à-dire que tu modifies quelque chose dans ton fichier index.js, il faut builder. Sinon, le plus simple, c'est au lieu de faire un run build, tu fais un start. Et du coup, ça se fait en tâche de fond tout seul. Je veux dire, c'est que si les composants sont mis à jour par WordPress, par exemple. Ah non, t'as pas besoin du coup de les... Non. C'est-à-dire que mon import va importer de toute façon de façon dynamique ce qui est présent dans WordPress. Donc t'as pas besoin de le retourner. Ouais. Oui, j'avais pas compris la question. La dernière question. Eh ben c'est bon. Tu as une minute alors si tu continues. Non, c'est bon, j'ai rien à dire de spécial de Bon, plus. merci à JB. Merci tout le monde.